Tout à coup, les portes se sont mises à claquer. Il n'y avait personne. On était pétrifiés de peur. On voyait un homme comme transparent sortir en courant de la morgue. J'ai senti mes poils se dresser sur mon dos. Ça m'a mis des frissons dans tout le corps. On entendait les grincements et les bruits de la collision. Ça nous a glacé le sang. On a filé en 4e vitesse. J'ai senti la main d'un enfant. Ça m'a bouleversée. Il me poussait vers la porte. Ça faisait froid dans le dos. L'image de cet homme a disparu. Les tombes profanées font remonter les morts. À cet instant, la tension était palpable. Je ne voulais pas rester toute seule là-bas. Une nuit, j'ai entendu mon prénom. Jenny. J'ai eu une peur bleue. Il y avait quelque chose qui aspirait notre énergie. On ne se sentait pas en sécurité. Je me suis dit qu'il allait s'en prendre à moi. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On adorait cet endroit, mais ce n'était pas à vendre. Et puis un jour, en passant devant, on a vu la pancarte. On a demandé au propriétaire combien il en voulait. Il nous a regardé d'un drôle d'air. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de louche. On lui a fait une offre. Il a accepté tout de suite. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'était pas normal. On lui a proposé la moitié du prix de vente. Mon histoire de fantôme commença quand on s'est installé à Milton, près de Pensacola. Des gens nous ont dit que c'était un ancien cimetière. On n'y croyait pas, mais c'était pourtant vrai. Il y avait effectivement un cimetière sur nos terres. Il datait du début des années 20. Il avait été abandonné depuis des lustres et il était réservé uniquement aux Blancs. Les Noirs n'avaient pas le droit d'y être enterrés. Cet endroit nous fichait la trouille. Mais on avait autre chose à penser. La déco, le montage des meubles. On a remarqué que des outils disparaissaient. Les clés changeaient de place, le ruban mesureur aussi. Un jour, je l'ai posé à un endroit précis avec la scie. L'instant d'après, je me suis retourné, disparu. On était dans le jardin. Tout à coup, on a senti un courant d'air glacial. Je me suis demandé ce qui se passait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai demandé, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Manifestez-vous! Waouh, j'aurais jamais dû. Tout à coup, les portes se sont mises à claquer dans tous les sens. On entendait 4 ou 5 portes claquer. Il n'y avait personne. On a eu la trouille de notre vie. Il n'y avait pas le moindre coup de vent, rien du tout, et ça claquait encore. Nous n'avions même pas de porte à l'intérieur. Une nuit, j'ai eu le sentiment que quelque chose m'observait. Je suis sorti de la maison, j'ai dit à Mike, sors et prends des photos. C'est comme ça que ça a commencé. Quand j'ai montré à Raymond les photos d'esprit que j'avais prises, ça l'a pétrifié. Je me suis dit que c'était Michael qui attirait toutes ces apparitions. Si c'était moi qui prenais les photos, ça ne donnait pas le même résultat. Je crois que les esprits sont attirés par lui. Ils lui répondent à travers ses clichés. Je me disais, c'est pas possible. Ils comprennent ce que je leur demande. Alors je me suis approché d'un arbre et j'ai dit, est-ce que quelqu'un a été tué ici? J'ai pris une photo, j'ai regardé sur l'écran et j'ai vu une forme sous une branche. Je n'étais pas sûr de ce que c'était jusqu'à ce que je le télécharge sur mon ordinateur. J'ai vu ce qui ressemblait à une personne, comme pendu à la branche. Au pied de l'arbre, il y avait quelqu'un d'autre, étendu sur le sol.
Quand Michael m'a montré la photo du pendu, je me suis senti abattu. Je voulais lui montrer d'autres photos. Regarde celle-ci. Mais il m'a dit, Mike, je ne veux pas les voir. Je ressens des vibrations très mauvaises. Certains disaient que c'était de la fumée de cigarette, des gaz venant des marais, de la condensation. Mais ça ne pouvait pas être ça. À chaque fois qu'il a pris ces photos, la nuit était très claire. Alors expliquez-moi. Je dis toujours, venez voir par vous-même. Prenez des photos avec votre appareil et vous verrez bien. Ensuite, vous me croirez. On dirait qu'il y a deux visages. Oui, je les vois dans la brume. Regarde ça. T'as vu, on dirait une lettre. Ça ressemble à un P. Une nuit, j'étais près de l'abri de jardin. Et je sais que je n'aurais pas dû, mais j'ai dit, montrez-moi si vous avez de mauvaises intentions. Faites-moi tomber de ce banc. Le banc, qui est en pierre, s'est mis à trembler très fort. On aurait cru à un tremblement de terre. J'ai failli me faire dessus. Ça secouait terriblement. Je me suis dit, plus jamais je ne dirai ce genre de choses. Plus jamais. Je suis sorti, j'ai senti une présence. Je ne voyais personne. Je n'entendais aucun bruit. J'ai dit, s'il y a quelqu'un, montrez-vous. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, est-ce que le Ku Klux Klan a quelque chose à voir avec votre mort? J'ai pris une photo et puis je l'ai regardée. C'était comme si quelqu'un avait peint à la bombe sur le sol la lettre K, puis un autre K. On distingue même le troisième. KKK. J'en frissonne rien que d'en parler. J'ai eu le sentiment qu'il s'était passé des choses très graves sur notre terrain. J'ai su qu'il y avait des gens qui avaient été pendus, brûlés et torturés. Je le sentais. Je suis entré en dépression parce que cet endroit me rendait profondément triste. Toutes les personnes qui y viennent le ressentent également. Raymond ne sortait plus. Il n'osait pas. Je ne regardais même plus par la fenêtre. Un voyant lui a dit qu'il ne devait plus sortir la nuit parce qu'il y avait une présence néfaste dehors et qu'elle pouvait s'en prendre à lui. J'avais peur qu'ils s'en prennent à moi. Je savais qu'ils étaient là. Je ne savais pas quoi faire. Il y avait tellement de manifestations. Je commençais à avoir très peur. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. À chaque fois que Michael sortait, j'avais peur qu'il ne revienne jamais. Et je me demandais ce qui se produirait s'il n'était plus là. On ne se sentait pas en sécurité. Quelque chose aspirait notre énergie vitale. Dès qu'on quittait les lieux, on se disait « Waouh, quelle énergie !» Et dès qu'on y retournait, c'était comme si quelqu'un débranchait la prise. On était abattus, épuisés. À l'instant où vous mettez le pied sur cette propriété, vous êtes envahi par une profonde tristesse. Nous étions devenus esclaves de ces esprits. Je voulais vendre la maison. Mais quelle annonce je pouvais mettre? Maison hantée à vendre, fantôme compris et gratuit. J'ai l'impression qu'ils ont pompé toute mon énergie. Je me retrouvais très souvent à pleurer sans raison. D'un coup, les larmes se mettaient à couler. C'est comme si je ressentais toute la douleur de ce lieu. Il m'arrive de me dire que je n'aurais pas dû acheter. Cette maison est maudite. Je le pense vraiment. C'est tellement stressant de se retrouver seul dans la maison sachant ce qui s'y passe. Quand j'ai vu cette photo, je me suis mise à paniquer. Il était juste là. Je me retournais, je pouvais le toucher. Je ne voulais pas regarder. Ça attire votre attention et dès que vous réagissez, ça disparaît. La légende dit que Jefferson est la ville la plus hantée du Texas. On raconte beaucoup d'histoires tragiques sur la région. On dit qu'il reste beaucoup d'esprits errants depuis les pendaisons qui ont eu lieu avant la guerre de sécession. Et il y a la malédiction de Jay Gould. C'était un magnat des chemins de fer.
Il voulait faire passer une ligne en ville. Mais les autorités locales ne voulaient pas le laisser faire. Il s'est mis dans une colère noire. Il résidait dans un hôtel de la ville. Il a écrit dans le registre que ce serait la fin de Jefferson. Il a dit que l'herbe pousserait dans les rues. Et la population est passée de 20 000 personnes à 2 300, c'est-à-dire la population actuelle. Ça a commencé quand j'ai accompagné des touristes à Pride House, à Jefferson. C'est une vieille maison victorienne à 2 étages, construite en 1868. C'est un endroit étonnant. Cette maison est baignée d'une aura très particulière, presque étrange. En tant que propriétaire de Pride House, j'y passe beaucoup de temps. Mais je vis dans un mobile-home sur le terrain. Je trouve l'intérieur trop sinistre pour y habiter. Je n'ai jamais voulu y rester seule. Il s'y est passé tellement de phénomènes, j'y ai vu tant d'apparitions, entendu tant de voix. J'ai senti des choses me toucher, vu des portes s'ouvrir et se fermer. J'ai souvent vu des objets se mettre à bouger, des rideaux qui s'écartaient tout à coup, des décorations de Noël installées dans le couloir alors qu'elles n'y étaient pas avant. Ça n'a pas pu se faire tout seul. Les anciens propriétaires ont cherché à garder le secret sur ce qui se passait ici. Ils avaient peur que ça fasse fuir les gens. Un soir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom en chantonnant. Ça m'a glacé le sang. Jenny. J'ai eu une peur bleue. Je suis sortie par la porte de derrière et je ne suis pas revenue avant l'aube. Jenny a fait venir une équipe de spécialistes du paranormal pour trouver une explication. Ils ont capté une voix spectrale sur un enregistrement qui disait John Bender. C'était le second propriétaire de la maison. Un soir, Jenny m'a appelée. Elle m'a dit qu'il y avait eu une autre manifestation. C'était courant. Il y en a eu tellement. Mon Dieu, rien que d'y penser, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. La voix avait dit « Êtes-vous la petite fille ?» Êtes-vous la petite fille aux longs cheveux blonds? Et puis, on entendait cette voix d'enfant répéter « C'est moi, c'est moi ». C'est moi, c'est moi. C'était comme si les esprits s'étaient mis à dialoguer entre eux. C'était vraiment effrayant. J'ai entendu de la musique, des chuchotements. Impossible de comprendre ce qu'ils disaient, mais c'était une conversation. C'était très éprouvant. Je suis de nature plutôt sceptique. Mais une fois, alors que j'étais en train de faire visiter la maison à des touristes, le tiroir d'un vieux bureau s'est ouvert tout seul, d'à peu près ça. Je n'ai pas été la seule à le voir. Tout le groupe qui était avec moi en a été témoin également. La première chose qui vient à l'idée, c'est logique, c'est que c'était une mise en scène. Mais je crois qu'ils ont compris à l'expression de mon visage que ça ne l'était pas du tout. C'était bien réel. Les esprits qui hantent Pride House sont intelligents. Ils veulent communiquer avec vous et vous répondre. Vous pouvez entrer et dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Si oui, frappez 3 fois. Et vous entendez frapper. C'est vous dire à quel point ils sont présents. Nous étions dans la salle John Bender. Tout à coup, on a entendu le robinet commencer à s'ouvrir. Tout le monde s'est regardé. Peu de temps après, au cours de la même visite, je présentais une autre pièce. Je portais des sandales, j'avais les orteils nus. Et j'ai senti comme si quelqu'un était en train de me les tapoter avec son doigt. Je me suis mise à sursauter. Les gens me regardaient en me prenant pour une folle. Je leur ai dit « Désolée, il va falloir interrompre la visite. Quelque chose est en train de me toucher les pieds. » Ce n'était pas une caresse, c'était comme des petits coups. Peu de temps après, au moment où nous allions partir, nous avons regardé dans l'escalier. Tout en haut, nous avons vu un homme. On voyait distinctement une silhouette, celle d'un homme qui montait les escaliers. Ça m'a littéralement pétrifiée. J'ai senti mon cœur s'arrêter et je peux vous dire que ça fait une sensation très étrange. J'ai demandé à Jody, tu as vu ça? Elle a répondu oui, toi aussi tu l'as vu? Je lui ai dit oui, comment on peut expliquer un phénomène pareil? Parmi tous nos visiteurs, un homme qui était venu quelques jours avant a pris une photo de cet escalier. Quand il m'a montré la photo, je ne voulais pas la regarder. Mais je me sentais comme attirée. Alors je l'ai fait. Ce que j'ai vu m'a totalement chamboulée.
Jenny m'a emmené cette photo pour me la montrer. À ce moment-là, je n'avais encore jamais vu de manifestation spectrale. Ça m'a retourné. Quelqu'un de naturellement sceptique comme moi va toujours chercher à trouver une réponse rationnelle. Mais quand j'ai vu ça, il y avait vraiment quelque chose dans cet escalier. Je suis allée voir l'une des petites filles du premier propriétaire. J'ai vu des photos de famille. Et sur l'une d'elles, j'ai vu un homme qui ressemblait à celui que j'avais aperçu. J'étais sidérée. Je peux vous dire que ça m'a appris à avoir l'esprit plus ouvert. Je ne me moquerai plus jamais des gens qui croient aux fantômes. Je suis persuadée qu'il y a des esprits qu'il ne faut pas provoquer, qui pourraient vous blesser. Après avoir vécu ces événements, j'ai changé ma façon de voir les choses. Il y a quelque chose d'inexpliqué et je sais qu'il vaut mieux éviter d'en rire. Rien ne peut vous débarrasser de ça, pas même un exorcisme. Mon Dieu, je viens de voir quelque chose passer. Je crois qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Cette histoire a commencé il y a 10 ans, quand j'ai vu un fantôme dans une auberge à Maldon. Cette auberge appartient à ma famille depuis 50 ans. Et j'ai toujours peur quand je suis en salle. Dans un recoin du restaurant, on voit régulièrement apparaître l'ombre d'un vieil homme. Beaucoup de gens sentent sa présence. J'ai pu le voir de très très près, et j'en ai encore la chair de poule. Personne ne sait vraiment d'où il peut venir. Il est là depuis que mes parents ont acheté la propriété en 1962. En 1820, cet endroit était un relais pour les diligences. Le bâtiment dans lequel nous avons aménagé l'auberge est l'ancienne écurie. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit. À mon avis, il a dû s'y produire un drame à l'époque où c'était encore une étable. Il se tient penché sur une table, avec un long manteau et un chapeau. Apparemment, il a une barbe, puis il traverse la salle avant de disparaître. Mon mari l'a aperçu. Il était stupéfait. Pourtant, il ne croit en rien. Plusieurs personnes l'ont vu. Je revois encore l'expression de leur visage. En général, ils disent « Mon Dieu, c'était quoi ?» S'il y a une chose à éviter, c'est d'avoir envie d'aller aux toilettes. Les gens qui y vont ont une drôle d'impression. Quand ils en sortent, certains d'entre eux sont encore tremblotants. Et ils n'ont qu'une envie, filer au plus vite. Je crois que c'est son territoire et qu'il n'a pas l'intention de le partager. J'ai pris des photos. On voit plein de taches lumineuses. Et puis, plus rien. Est-ce que vous pouvez venir à mes côtés? Je lui ai parlé, j'ai fait des enregistrements. Je voulais lui poser des questions. Je voudrais savoir qui vous êtes. Je lui ai demandé son nom, comment il était mort, pourquoi il était là. J'espérais qu'il comprendrait qu'on ne lui voulait pas de mal. Quand je l'ai entendu la première fois, ça m'a vraiment glacé le sang. Je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais en écoutant la bande à nouveau, on a très clairement entendu « Partez ». Je crois qu'il s'adressait à nous. Il lui arrive d'être très en colère. Quand je ferme l'auberge la nuit, je sens sa présence. J'ai l'impression qu'il est derrière moi. Je traverse toute la salle jusqu'à la porte d'entrée et une fois que j'y suis, je le sens qui me pousse vers la sortie. C'est effrayant. Je sors aussi vite que je le peux. Je lui dis « C'est bon, je m'en vais, je vous laisse tranquille ». Mais je le sens qui me pousse jusqu'à ce que je ferme la porte. Ensuite, je cours me réfugier chez moi. Je déteste quand il me fait ça. C'est comme si cet endroit lui appartenait et qu'il voulait le récupérer. Cette auberge est à lui. Et il vous le fait bien savoir à l'heure de la fermeture. C'était quoi? Mon Dieu, il m'a touché. J'ai pu le constater.
J'ai des cloisons de séparation que l'on peut déplacer. Tammy et moi, nous étions à table. Elle avait sa tête contre une cloison. J'avais branché mon enregistreur. Moi aussi, j'avais la tête et l'épaule appuyées contre la séparation. Tout à coup, on a entendu un gros bang. Et la cloison a bougé. Elle lui a heurté la tête et on s'est dit, qu'est-ce que c'était? On devrait peut-être s'en aller, tu as l'air fatigué. T'en fais pas. Je peux très bien me reposer un peu ici. J'ai pas beaucoup dormi. C'était quoi? Tu as entendu? Ça a fait bouger la cloison. Tu l'as senti? Non, j'ai senti... La cloison bougeait. C'était un grand coup. Ça m'a poussé sur le côté. C'était dingue. Il a fait bouger la cloison. Ça m'a poussé. La cloison m'a vraiment percuté. Je l'ai bien senti. Ça m'a poussé sur le côté avec une force extrême. Il n'y avait aucune explication logique. Nous étions seuls dans la salle. Et nous ne savions pas ce qui avait pu provoquer un tel phénomène. J'étais sous le choc. C'était la première fois que je sentais une manifestation physique. Je savais que c'était lui. Ma maison aussi est hantée. Elle est restée inoccupée pendant 45 ans. Nous avons décidé de la rénover entièrement. Plus nous avancions dans les travaux, plus il se passait des choses étranges. Je sais qu'elle a des esprits chez elle également. Quand on est à l'intérieur, on entend une voix qui vous appelle, alors qu'il n'y a personne. Mes enfants ont ressenti de drôles de choses dans leur lit. Ils ont eu l'impression que quelque chose les écrasait. Au début, je croyais que c'était leur imagination. Mais ça m'est arrivé à moi également. J'étais dans mon lit, réveillée, et je me suis sentie écrasée. Je ne pouvais bouger aucun membre, ni même la tête. Ça m'a convaincue qu'il se passait quelque chose de surnaturel chez nous. Parmi les anciens propriétaires de la maison, il y avait Kizzy et Jim, un couple avec un enfant. Un jour, en rentrant de la chasse, Jim a laissé son fusil chargé sur la table. Kizzy lui a dit que c'était dangereux de le laisser là. Une dispute a éclaté. Et apparemment, le coup est parti tout seul, tuant Kizzy. Je sais que c'est l'un des esprits qui hante cette maison. C'est une grande maison. Il y a des dizaines de bêtises à faire pour un enfant espiègle. Un matin, j'étais seule. Je me suis étendue dans le salon, sur le canapé, et j'ai fait une sieste. J'ai rêvé qu'on était en train de me tirer les cheveux très fort. Ça m'a réveillée. À ce moment-là, j'ai passé ma main dans mes cheveux et j'ai senti celle d'un enfant. Je n'oublierai jamais cette sensation. J'ai essayé de le faire lâcher prise, mais il tirait mes cheveux très fort. Et il y avait cette douce odeur de fleurs qui venait de ma bibliothèque. Chez Kizzy, le signe principal de présence spectrale, c'est l'odeur de fleurs. On m'a toujours dit que c'était l'un des signes de présence d'un esprit. Un jour, j'ai pris un livre dans ma bibliothèque. Quand je l'ai remis en place, il avait cette odeur de fleurs. Ma main la sentait également. Un soir, après la tombée de la nuit, j'ai voulu filmer ce qui se passait. J'ai mis une caméra devant l'étagère où on avait senti Kizzy. Ma nièce regardait par le viseur. Elle a vu cette masse lumineuse tourner autour du fauteuil, juste devant la bibliothèque. Oh mon Dieu, je viens de voir quelque chose passer. Où ça? Devant le fauteuil. Cette tache lumineuse avait la forme d'elle. J'ai regardé le film et puis je l'ai repassé. Je me suis dit, il y a quelque chose chez moi. Un de mes clients est remonté dans la généalogie de la famille Taylor et a découvert que Kizzy avait été enterré dans un cimetière près de chez moi. Je suis allée sur sa tombe lui présenter mes respects. Je vis dans cette maison depuis près de 20 ans. Elle fait ressentir sa présence de plus en plus souvent. J'espère qu'elle finira par comprendre qu'elle doit partir maintenant. Elle restera là. On ne peut pas forcer un fantôme à partir. On peut le lui demander, on peut l'aider, mais pas l'expulser de force.
Je n'irai pas, même si on me payait. Ça ne se passe qu'à un seul endroit. J'ai retenu la leçon, je regarde pas. Je veux pas savoir. Le parc du Capitole est un endroit sinistre. Et je ne suis pas très courageuse. Ça a commencé quand j'étais embauchée comme guide à Nashville. James Polk est le seul président des États-Unis à être enterré près d'un Capitole. Quand j'arrive avec mon groupe devant son tombeau, je ne le regarde pas directement. Je sens qu'il y a une présence qui m'observe. Il m'est même arrivé de voir une silhouette, et je suis sûre que c'est celle de James Polk. Peu de gens connaissent là où il a été enterré. Quel rang il occupe dans la liste des présidents? Il est né le 2 novembre 1795. C'est grâce à lui que « Hail to the Chief » retentit à chaque fois que le président entre dans une pièce. Il mesurait 1,65 m. On ne le remarquait pas forcément quand il arrivait quelque part. Son épouse s'est dit qu'il faudrait signaler sa présence en jouant cette marche lors de ses apparitions publiques pour que tout le monde le remarque. Et depuis, c'est resté. Il a agrandi les frontières de la nation en annexant 3 États et avait pour objectif de ne servir qu'un mandat. Il a considéré qu'il avait rempli sa tâche et ne s'est pas représenté. Il a acheté un manoir lorsqu'il était président, mais il n'a jamais eu le temps d'en profiter vraiment. Il est mort du choléra 3 mois environ après avoir investi son successeur, Zachary Taylor. Il a été inhumé dans une fosse commune parce qu'à l'époque, on pensait que le choléra était transmissible après la mort. Un an plus tard, sa dépouille a été déplacée dans un tombeau, sur sa propriété. À l'origine, on pouvait lire sur le fronton « 10e président des États-Unis ». Mais c'est une erreur. James Polk n'a jamais été le 10e président des États-Unis. Il était le 11e. Le manoir devait devenir la propriété du gouvernement. Dans ses dernières volontés, il a précisé qu'il ne devait pas être détruit. Les autorités de Nashville ont tout de même décidé de le raser. Le tombeau a été déplacé dans le parc du Capitole, où il se trouve toujours. L'avantage, c'est qu'ils en ont profité pour corriger l'erreur. Désormais, on lit « Président des États-Unis », ce qui au moins est un fait indiscutable. Mais le fait que sa dépouille ait été déplacée 2 fois a dû le troubler dans son repos. Les tombes profanées font remonter les morts. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme en costume noir agenouillé au pied de ce tombeau. Avant d'être allé devant le tombeau de James Polk, je ne croyais pas aux fantômes. La première fois que je l'ai vu, j'étais avec un groupe de 12 personnes. J'ai regardé sur ma droite et j'ai vu une forme sombre qui ressemblait à une silhouette humaine. Au fur et à mesure que je m'approchais, j'ai bien vu que je ne rêvais pas. Il y avait bien quelqu'un. À ce moment-là, on sent l'adrénaline monter. Les touristes me regardaient tous. Ils voyaient bien que j'avais l'air effrayé. Je leur disais, « Vous avez vu cette silhouette-là » Nous nous sommes approchés et l'image de cet homme a commencé à disparaître, un peu comme un mirage. Il s'est littéralement évaporé. Je peux vous dire que la tension était palpable à ce moment-là. Je suis sûr que c'était James Polk en personne. Ça me paraît même évident que ce soit lui. Il avait d'abord été enterré dans une fosse commune, puis près de son manoir, puis au Capitole. On ne peut pas dire qu'on les traitait avec respect. Quand on fait ça à un mort, il revient. Il montre qu'il n'est pas content. Un jour, j'ai pris des photos du tombeau, mais ce n'est qu'une fois chez moi, en les regardant sur mon ordinateur, que j'ai vu ce qu'il y avait dessus. Et je me suis demandé ce que c'était. En zoomant sur ces taches lumineuses, je me suis dit « Oh mon Dieu, on dirait un visage !» On peut parfaitement distinguer le large front et le regard profond de ce personnage. Et on ne peut que se dire que c'est bien James Polk. Je crois qu'il n'a pas trouvé le repos après sa mort. L'une des photos les plus impressionnantes que j'ai vues, c'est un grand éclair lumineux, une lumière intense, juste devant le tombeau. Il n'y avait aucune voiture dans les environs. Il n'y a absolument aucune explication logique. J'ai vu des centaines de photos comme celle-ci au fil des années. Les gens me les envoient. Ça se passe toujours au même endroit. Ce n'est pas comme si ces photos pouvaient venir de n'importe où. C'est toujours devant ce tombeau. J'ai fini par croire que ces manifestations lumineuses étaient liées au déploiement d'énergie, dû à la présence de son fantôme.
Il arrive qu'en repartant du tombeau, avec un groupe de touristes, certains se retournent en sentant une présence, ou me disent avoir entendu des pas derrière eux, mais n'avoir vu personne. Le parc du Capitole est un endroit sinistre, et je ne suis pas très courageuse. Je peux y aller quand j'accompagne un groupe, mais si j'étais seule, je n'irais pas, même si on me payait pour ça. Quand je passe devant pour aller chercher ma voiture, je me sens observée. Je sais que ce n'est pas un voleur. Ça vient du tombeau. Et j'ai retenu la leçon, je ne regarde pas. Je ne veux pas savoir. Si on ne regarde pas, on ne peut pas voir ce qui nous effraie. Tout à coup, j'ai senti une main qui m'attrapait. On m'a tiré les cheveux. Elle m'a transformé en petite fille terrifiée. Le Queen Mary est l'un des endroits les plus hantés au monde. Il y a eu beaucoup de morts à bord de ce paquebot. C'est pour ça qu'on y trouve tant de fantômes. Mon histoire commence quand j'ai été engagé avec un ami pour refaire les moquettes du Queen Mary. C'était un paquebot de luxe qui a longtemps détenu le record de la transatlantique la plus rapide. Sa première traversée entre l'Angleterre et les États-Unis remonte à 1936. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Queen Mary a servi de transport de troupes. Il a été repeint en gris. On raconte qu'il se fondait dans le brouillard et qu'on ne le voyait qu'au dernier moment. C'est pour ça qu'on l'aurait surnommé le paquebot fantôme. Lors d'une mission, il aurait percuté un navire britannique et l'aurait totalement détruit. Il ne devait pas s'arrêter à cause des sous-marins nazis. Le Queen Mary a donc poursuivi sa route en abandonnant les survivants. Au fond de la coque, on entend les grincements et les bruits de la collision. Tous les occupants de l'autre navire sont morts noyés. Depuis, des centaines de fantômes hantent le paquebot. Il a été mis définitivement à quai en 1967 à Long Beach. Je travaillais à l'intérieur du bateau avec un ami dans les années 80. On a profité d'une pause déjeuner pour aller l'explorer. Nous avons réussi à descendre environ 10 mètres sous la ligne de flottaison. L'atmosphère était sombre et lugubre. Tout à coup, on a entendu un grand bruit métallique. Quelques secondes plus tard, c'était comme si de l'eau coulait. Ça nous a glacé le sang. On est remonté en 4e vitesse. C'était un bruit très fort. On a vraiment cru que de l'eau s'engouffrait. Ça venait de l'endroit où la collision avec l'autre navire avait eu lieu. J'ai l'habitude de prendre des photos un peu partout. Et sur l'une de celles prises à bord, j'ai vu une sorte de silhouette sombre tout au bout d'une coursive. C'était très étrange. Dans la salle des bagages, un de mes amis m'a montré une photo qu'il venait de prendre. Il y avait le visage d'une femme. On aurait dit une vieille dame. Elle portait une sorte de chignon et faisait une mine bizarre. J'imagine que c'était une passagère ayant voyagé à bord dans les années 30. À un autre moment, j'ai entendu comme... Qui est là? Ça m'a fait dresser les poils du dos. Je l'ai entendu très clairement. T'as entendu? On a appelé ce fantôme Grincheux. Apparemment, il a de la compagnie dans cette partie du navire. Un homme a été tué dans cette pièce. D'après la légende, la porte numéro 13 était l'une des cloisons étanches automatiques du navire. L'équipage s'amusait à la franchir au dernier moment pendant la fermeture. John Pedder a voulu le faire, mais il est mort écrasé par cette porte.
On associe un certain nombre de phénomènes à bord du Queen Mary à John Peller. Il s'en prend surtout aux femmes. Il n'y avait personne à côté de moi, pas âme qui vive. On m'a tiré les cheveux. J'ai regardé tout autour, mais je n'ai rien vu. Je pense que c'est ce marin mort écrasé par la porte qui m'a attrapé les cheveux. Jackie est une petite fille qui hante la piscine des premières classes. Elle est morte sur ce navire, noyée dans la piscine. On a enregistré ce qui se passait. On entend très bien sa voix. Je lui dis « Viens voir oncle Bob ». Elle répond « Tu n'es pas mon oncle ». Je lui dis « On n'a qu'à faire comme si ». Et elle répond « Non » d'une voix très forte et claire. « On n'a qu'à faire comme si ». C'est la voix d'une petite fille qui doit avoir 7 ans. Tu veux jouer avec moi? Elle appelle sa mère. Une autre fois, nous étions près de la piscine, dans le noir complet. J'ai senti que Jackie n'appréciait pas qu'on ait éteint les lumières. On avait changé ses habitudes, peut-être. J'ai senti une main me saisir et me serrer, comme si c'était celle de Jackie. Elle avait l'air d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai fait mes excuses et je suis parti. Tout de suite après, je me suis senti abattu. Elle m'a transformé en petite fille terrifiée. J'aimerais savoir pourquoi Jackie continue à hanter la piscine. Je peux vous dire que je passe des nuits blanches à me poser la question. Le pire, c'est sans doute ce qui se passe dans la chambre froide. Des gens ont perdu connaissance. Il s'y passe quelque chose. Quand on a pris cette photo, il n'y avait rien du tout. Et en la regardant, on s'est dit, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe la nuit ici? Mon expérience paranormale a eu lieu au Crescent Hotel de Reka Springs pendant un week-end avec mon mari. Le Crescent Hotel a été construit en 1886. Je suis son directeur. Nous sommes arrivés là-bas. On m'avait dit que l'hôtel était hanté. Mais ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça d'un endroit et il ne se passe rien. Les fantômes sont notre quotidien. Ils hantent les couloirs à tous les étages. Où qu'on aille, ils ne sont jamais bien loin. On est allé à la réception, puis dans notre chambre. Nous avons voulu manger assez tôt. Nous sommes allés au restaurant et à côté de nous, il y avait un jeune homme qui mangeait un carré d'agneau. On trouvait ça étrange, c'était une grosse assiette. Le fait est que nous n'avons pas de carré d'agneau à la carte. Quand on a appris qu'il n'en servait pas et qu'il n'en avait jamais servi, j'ai senti des frissons me parcourir tout le corps. Plus tard, en nous promenant dans l'hôtel, à chaque fois que nous nous retournions, nous voyions cet homme. Dans la véranda, puis dans la chapelle. Il nous suivait absolument partout. Mon mari a pris peur. Il m'a dit « Retournons vite dans notre chambre ». Nous sommes allés à notre étage. Je me suis retournée. L'homme était encore là, dans le couloir, derrière nous. C'était bizarre. Je suis retournée plus tard au Crescent avec des amis. Dès notre arrivée, nous avons pris des photos. Il y avait des amas lumineux partout. On a tout de suite pensé à un fantôme. On s'est regardé et on s'est dit, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe la nuit ici. La porte de la chambre qui se trouvait face à la nôtre n'a pas arrêté de claquer de toute la nuit. Elle s'ouvrait, se fermait, s'ouvrait, se fermait et ainsi de suite. On était morts de peur. Notre chambre la plus célèbre est la 128. Un certain Michael, qui était maçon à l'époque de la construction de l'hôtel, a fait une chute mortelle dans cette chambre. Il n'en est jamais parti. Nombreux sont les clients qui nous disent qu'en se réveillant le matin, ils ont trouvé toutes leurs affaires éparpillées dans la chambre. Nous avons reçu cette photo.
La cliente a été masquée par souci de discrétion. Quand on la regarde avec attention, on remarque que la télévision est éteinte. Mais on distingue quelque chose sur l'écran. Si on retourne l'image, on voit une femme avec une longue robe. Le pire, c'est sans doute ce qui se passe dans la chambre froide. Vous êtes dans le couloir de la douleur. Les chambres froides sont courantes dans les hôtels, mais celle-ci est particulière. Le docteur Baker a fait de Crescent un centre pour cancéreux entre 1937 et 1939. L'ordre des médecins avait une dent contre lui. Apparemment, ses pratiques dérangeaient. Il lui arrivait d'utiliser des corps pour réaliser des expériences dans la morgue qu'il avait aménagée dans les sous-sols du bâtiment. La table d'autopsie y est toujours. Le sang s'est coulé par ce siphon. On pourrait croire qu'il s'agit d'une chambre froide comme une autre, servant à conserver la nourriture, mais quand on entre dedans, on comprend tout de suite à quoi elle servait. C'était sinistre. On nous a raconté ce qui s'y passait. Ce médecin était d'une grande cruauté. C'est effrayant de voir à quel point les clients sont affectés par ce qu'ils y voient. Certains en ressortent blêmes. Il y a des évanouissements, des gens qui paniquent. On ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai froid, surtout dans la tête à ce niveau-là. Je me souviens qu'un soir, je suis descendu pour éteindre la lumière. Celle de la pièce adjacente s'est allumée. J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je suis allé dans cette pièce, j'ai éteint la lumière, puis je suis retourné dans la morgue pour me diriger vers la sortie. Et les lumières se sont éteintes. J'étais dans le noir total, au milieu de la morgue. Inutile de vous dire que j'ai couru jusqu'à la porte sans me retourner. Dès qu'on est entré dans la morgue, j'ai ressenti le besoin urgent d'en ressortir. J'imaginais tous les corps entassés à cet endroit. Il y a certaines choses que je ne ferai jamais ici. L'une d'elles est de dormir dans la morgue. 4 jeunes filles ont voulu tenter l'aventure. Elles s'y sont installées pour la nuit, juste à côté de la table d'autopsie. Quand j'ai regardé la vidéo qu'elles ont tournée de leur bivouac, quelque chose m'a glacé le sang. À 2h, 22 minutes et 22 secondes, un éclair de lumière a traversé l'écran. Ces filles étaient courageuses. Nous sommes sortis en dernier de la morgue avec mon ami. Nous nous sommes retournés. Mon ami a pris une photo. On y voit la silhouette d'un homme sortant de la pièce. Il était là, juste sur le pas de la porte, derrière nous. On pouvait voir à travers son corps. Ça nous a littéralement figés sur place. Quand nous avons pris cette photo, nous étions sûrs qu'il n'y avait absolument rien. C'était terrifiant. Franchement, j'étais bien contente de quitter cet endroit. Je pense que tous les esprits qui hantent ce lieu sont liés à ce docteur Baker. De telles atrocités ont été commises sur ces corps que leurs esprits n'ont pas pu partir. Cela fait 10 ans que je dirige cet établissement. Et j'ai entendu bien des récits terrifiants qui ont changé diamétralement ma façon de voir les choses. Je ne sais pas ce qui peut attirer ces esprits. Mais une chose est sûre, je n'ai pas du tout l'intention de les déranger en cherchant à savoir. Je préfère laisser la porte fermée.